le journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Mais avant tout, place au titre. 77e session annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la RDC a crevé l'abcès. Félix Tshisekedi a dénoncé publiquement l'agression de son pays par le Rwanda sous couvert du M23. Ce discours a été salué par le Congolais dont Thierry Monsenepo et Christian Moleka. Le groupe d'Exaf, actionnaire de l'Ustex Africa, dénonce la tentative de spoliation de son terrain situé entre l'avenue Monjiba et le fleuve Congo. On a fait part au Premier ministre Jean-Michel Sama. Texaf veut rentrer dans ce droit, c'est ce qui justifie l'entretien avec le chef du gouvernement. Une dizaine de personnes qui seraient impliquées dans les actes barbares à Kwamouth arrêtés ont été transférées à Kinshasa, composés de 7 hommes, 2 femmes et une fillette. Ces groupes ont embarqué à bord d'un hélicoptère. À Kinshasa, il sera question de déterminer leur culpabilité. Bonsoir, le président congolais a tenu un discours sur de nombreux enjeux internationaux et sur ceux qui concernent particulièrement la RDC et notre pays. La RDC est victime d'une agression de la part d'un de ses voisins, le Rwanda. Félix Tshisekedi n'a pas mâché le mot pour dénoncer le rôle du pays de Paul Kagame dans le mouvement du M23. Je vous prie de suivre un extrait du mot du président de la République à la 77e session annuelle des Nations Unies. Suivez. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme d'organisation non gouvernementale humanitaire et des droits de l'homme crédibles les ont établis dans des rapports documentés et objectifs à la limite du scientifique. Au demeurant, pour éclairer la communauté, Congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. Devant la tribune des Nations Unies, le chef de l'État Félix Tshisekedi a dénoncé l'agression dont est victime la RDC par son voisin le Rwanda sous couvert de la rébellion de M23. Il a demandé au Conseil de statuer sur le rapport des experts des Nations Unies sur la violation du territoire congolais par le Rwanda. Suivez un extrait choisi pour vous par Martin Kayembe. Depuis mon élection à la tête dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté, remercié par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement
du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme d'organisation non gouvernementale humanitaire et des droits de l'homme crédibles les ont établis dans des rapports documentés et objectifs à la limite du scientifique. Au demeurant, pour éclairer la communauté, Congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris parole à la tribune de la 77e session annuelle des Nations Unies à New York. Le chef de l'État congolais a exprimé toutes ses préoccupations quant à l'insécurité à l'est du pays en relevant nommément le rôle principal du Rwanda dont l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Au cadre de l'Union sacrée, président de la Ligue de jeunes de la CCU, Convention de Congolais Unis, M. Thierry Monsenepo, a circonscrit la portée du discours qui, selon lui, restaure encore plus l'image du président de la République au concert des nations et l'envergure du chef de l'État. Il est au micro de Guy Ilunga Kabamba. On a vu que réellement la RDC a repris sa place dans le concert des nations, mais aussi que nous avons un président panafricaniste. Premièrement parce que, depuis très longtemps, on entend la voix de la RDC qui parle en termes clairs, en ce qui concerne principalement la question de l'insécurité à l'Est, en nommant de manière claire le responsable de cette agression qui s'appelle le Rwanda. Deuxièmement, en disant avec les mots qu'il faut la responsabilité des Nations Unies face à une action en demi-teinte par rapport à cette situation d'insécurité que connaît la RDC. Troisièmement, en interpellant les Nations Unies sur la question de l'armement de la RDC qui aujourd'hui est plombé par des sanctions qui ne s'expliquent pas. Et ensuite, sur la question de la responsabilité de la République démocratique du Congo en ce qui concerne l'exploitation de ses ressources, notamment les 26 blocs pétroliers qui viennent d'être mis sur le marché aux enchères pour qu'on puisse exploiter notre sol pétrolifère. Finalement, le rôle aussi de la RDC dans les questions d'ordre climatique, car nous sommes un pays solution. Mais au-delà de cela aussi, la responsabilité que nous avons face aux enjeux, d'où l'organisation de la pré-COP le mois prochain, ici, en RDC. Le président n'a pas oublié de mentionner le fait que la RDC aussi apporte des réponses aux questionnements de l'humanité en ce qui concerne la fabrication sur notre territoire, ensemble avec la Zambie, des batteries modernes sur base de notre cobalt et de notre lithium. Le président n'a pas manqué de parler du rôle de la femme. Il a même dit que lorsqu'il a été président de l'Union africaine, il s'est apaisanti sur ça. Mais voyez comment est-ce qu'il a pris dans son fort intérieur la question du Zimbabwe, en interpellant les Nations Unies sur la question de l'embargo et des sanctions dont
ce pays est victime, alors que la question de ces embargos était liée principalement à l'absence de démocratie à l'époque du président Mugabe. Mais aujourd'hui, Emmerson Mnangagwa est un président élu. Donc il n'y a plus question de continuer avec cette série de sanctions qui asphyxie le peuple zimbabwéen. Et là, c'est son rôle d'africaniste, c'est son rôle de président de la SADC. Donc moi, je pense réellement que la voix de la RDC a été très bien portée et qu'aujourd'hui, nous pouvons être sûrs que dans le concert des nations, il n'y aura plus de discours concernant notre pays à demi-teinte ou à demi-mot. Nous espérons simplement que les interlocuteurs ou nos partenaires vont finalement prendre en compte les desiderata de notre pays, de notre continent, pour qu'on puisse finalement aller de l'avant. Restons encore au chapitre de Nations Unies. Le discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York a réjoui plus d'un Congolais et suscite plusieurs réactions. Christian Moleka a donné sa lecture, il est politologue. Suivez. La République a tenu un discours ferme. Il y a des éléments de rupture qu'il faut saluer, notamment un temps ferme de dénonciation sur l'adversaire local que le Rwanda, sur l'immobilisme des Nations Unies, sur l'indifférence face aux crimes dans la sous-région. Il a, d'un autre côté, repris les éléments de langage habituel, c'est-à-dire appeler l'ONU à condamner le Rwanda, appeler à plus d'engagement, alors qu'on sait que cette approche-là a montré ses limites. Donc autant il faut saluer le discours ferme du président, autant il faut appeler à dépasser cette dimension de solution multilatérale que nous recherchons, qui dans le passé récent a démontré tellement ses limites, et qu'il faut aujourd'hui réfléchir à envisager d'autres approches qui permettent de toucher les vrais acteurs. Parce que nous nous focalisons davantage sur les acteurs locaux, et alors que les silence actors, ceux qui sont à l'origine de tout ce que nous vivons, ce sont ceux-là qu'il faut réellement toucher. Notre pays a besoin de lobbying. Il nous faut beaucoup travailler en lobbying. Parce que les grands cercles de décision, ce n'est pas forcément les niveaux étatiques. Aujourd'hui, en relations internationales, il y a des acteurs privés qui sont autant forts que les États. Donc il nous faut travailler en lobbying pour toucher les cercles de décision, parfois des cercles restreints, et essayer de vendre à l'international ce que le Congo a à offrir comme pivot au niveau du jeu économique. Et ce ne sont pas les éléments qui manquent. Tout à fait autre chose à présent, le groupe Texaf veut récupérer son terrain situé sur l'avenue Colonel Monjiba et le fleuve Congo. Celui-ci fait l'objet de tentatives de spoliation. Son CEO et une délégation des administrateurs de ce groupe en a fait savoir au Premier ministre. C'était au cours d'une audience leur accordée le mardi à la primature. Regardez. Le groupe Texaf, actionnaire du Texafrica, est confronté à une tentative de spoliation de son terrain situé entre l'avenue Colonel Monjiba et le fleuve Congo. Ce terrain occupé par le Texafrica depuis 1926 est en danger. Cette spoliation menace le climat des affaires en RDC, a fait savoir Albert Youma, président de la Fédération des entreprises du Congo. Le groupe Texaf est victime d'une tentative de spoliation. Il y a des personnes privées sous couvert d'un arrêté que nous estimons illégal du ministère de l'Urbanisme, sont venus casser le mur de clôture du Texafrica avec un engin lourd, casser le mur le long de la rivière Makelele pour de force commencer un lotissement. Nous avons eu la chance d'obtenir l'audience avec le Premier ministre pour lui expliquer ce sujet qui est un problème grave sur le climat des affaires en RDC, parce que la coïncidence fait que c'est un des combats d'Albert Youma en tant que président de la FEC. Le groupe Texaf, une partie au conflit, est venu solliciter du Premier ministre son implication pour une solution au problème. J'ai accompagné cette délégation avec le CEO du groupe Texaf, M. Jean-Philippe Waterscott, la secrétaire générale et un des administrateurs. Et que les lotissements illégaux qui se font de jour et de nuit, surtout de nuit, soient arrêtés dans une zone qui en plus est inondable 7 mois sur 12. À son tour, Jean-Michel Sama pense réserver une suite favorable au problème qui lui a été soumis, a noté Albert Youma, président de l'AFEC. On a reçu un très bon accueil. D'ailleurs, je dois d'abord insister sur le fait qu'il nous a reçus très rapidement. Ça montre sa disponibilité pour le monde des affaires et je le remercie pour ça. Et deux, il nous a promis une réponse très rapide sur un sujet
qui le préoccupe, qui est une des priorités du plan d'action du gouvernement, le secteur immobilier foncier. Le groupe Texaf tient à son terrain. Toutes les tentatives menées auprès de ceux qui sont impliqués dans ce lotissement se sont avérées sans réponse. Voilà qui justifie la démarche auprès du Premier ministre. Plus rien ne va entre le cadre et le président du MLP, mouvement de lumumbiste progressiste, Franck Diongo. Après la suspension pour ingratitude envers le chef de l'État de Franck Diongo, décidée par quelques hauts cadres du parti, la réaction de ces derniers n'a pas tardé. Franck Diongo a à son tour exclu définitivement du MLP le 4 cadres dissidents. Des détails dans cet élément signé Vini Ngali. Les torchons brûlent au sein du mouvement lumumbiste progressiste MLP, parti cher à Franck Diongo. Après avoir été suspendu le lundi dernier par les cadres de son parti pour ingratitude envers le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, Franck Diongo n'a pas attendu longtemps pour réagir. À travers un document, ces leaders emblématiques qui se rangent d'ores et déjà dans l'opposition radicale dit s'y réserver les droits de saisir les instances judiciaires compétentes pour faire respecter ces droits contre quiconque utiliserait abusivement, sans titre ni droit, ces insignes et emblèmes du reste protégés par la loi. De ces faits, Franck Diongo a exclu définitivement par le biais de la commission et du conseil du parti Opi Mampouya, Ekofobo la bienvenue, Guilain Fundi et Annie Mbombo pour haute trahison et autres manquements graves avec interdiction formelle d'utiliser les insignes et emblèmes du parti. Les violents ont du mal à s'accorder au sein de cette formation politique. Pour rappel, Franck Diongo avait lors d'un meeting populaire tenu au terrain municipal des Massina critiqué les bilans du président de la République Félix Tshisekedi qui, selon ces derniers, a échoué lamentablement, une réaction qui n'a pas plu à une frange de cadres du MLP. Au total, 10 personnes, dont 7 hommes, 2 femmes et une fillette, ont été transférées de la prison du cinquantenaire de Bandundu vers Kinshasa pour des raisons d'enquête. 7 de ces personnes ont été interpellées par les forces armées de la RDC en patrouille, précisément à 15 km du camp Bankou, une localité du territoire de Kwamut dans la province de Maïndombe. Ces suspects seraient impliqués dans les actes déplorés ces derniers temps dans le conflit de Teke et Yaka dans cette partie du pays. Mais Jébi Bomba pour le détail. Conflit Tekeyaka dans la province du Maïndombe, une dizaine de présumés auteurs de massacres arrêtés ont été transférés à Kinshasa. Ce transfert a été fait dans le but d'élucider leur culpabilité ou non dans cette affaire. Ils ont été embarqués à bord d'un hélicoptère militaire pour Kinshasa. Ils sont au total 10 personnes, dont 7 hommes, 2 femmes et une fillette, transférées de la prison du cinquantenaire du Bandundu vers Kinshasa pour raison d'enquête. 7 de ces personnes ont été interpellées par les forces armées de la République démocratique du Congo en patrouille, précisément à 15 km du camp Bankou, une localité du territoire de Kwamut dans les Maïndombe. Ces suspects seraient impliqués dans les actes déplorés ces derniers temps dans cette partie du pays, notamment coups et blessures volontaires, meurtres, incendies des maisons et autres. 2 autres étaient arrêtés par la patrouille de la police garnison de Bandundu, dont l'un sur la route qui mène vers Dima et l'autre sur les chemins de Bagata. 2 hélicoptères dont l'atterrissage n'est pas une habitude ont créé une panique au sein de la population riveraine. Ces engins étaient venus assurer les transfèrements sous une bonne escorte de ces présumés terroristes vers la capitale Kinshasa, où la lumière devra être faite sur leur participation ou non à ces mouvements terroristes. Et pour finir, M. Thierry Monsenepo, au cadre de l'Union Sacrée, président de la Ligue de jeunes de la CCU, Convention des Congolais Unis, est l'invité de notre journal. La rédaction de Mondico Télévision l'a interrogé sur plusieurs questions d'actualité, dont le discours du chef de l'État à l'ONU, la situation de troubles à Kwamut, les performances de l'inspection générale des finances, les cas Vidier Chimanga, l'opposition politique en RDC. Regardez.
que réellement la RDC a repris sa place dans le concert des nations, mais aussi que nous avons un président panafricaniste. Premièrement parce que, depuis très longtemps, on entend la voix de la RDC qui parle en termes clairs, en ce qui concerne principalement la question de l'insécurité à l'Est, en nommant de manière claire le responsable de cette agression qui s'appelle le Rwanda. Deuxièmement, en disant avec les mots qu'il faut la responsabilité des Nations Unies face à une action en demi-teinte par rapport à cette situation d'insécurité que connaît la RDC. Troisièmement, en interpellant les Nations Unies sur la question de l'armement de la RDC qui aujourd'hui est plombé par des sanctions qui ne s'expliquent pas. Et ensuite, sur la question de la responsabilité de la République démocratique du Congo en ce qui concerne l'exploitation de ses ressources, notamment les 26 blocs pétroliers qui viennent d'être mis sur le marché aux enchères pour qu'on puisse exploiter notre sol pétrolifère. Finalement, le rôle aussi de la RDC dans les questions d'ordre climatique, car nous sommes un pays solution. Mais au-delà de cela aussi, la responsabilité que nous avons face aux enjeux, d'où l'organisation de la pré-COP le mois prochain, ici, en RDC. Le président n'a pas oublié de mentionner le fait que la RDC aussi apporte des réponses aux questionnements de l'humanité en ce qui concerne la fabrication sur notre territoire, ensemble avec la Zambie, des batteries modernes sur base de notre cobalt et de notre lithium. Le président n'a pas manqué de parler du rôle de la femme. Il a même dit que lorsqu'il a été président de l'Union africaine, il s'est appesanti sur ça. Mais voyez comment est-ce qu'il a pris dans son fort intérieur la question du Zimbabwe, en interpellant les Nations Unies sur la question de l'embargo et des sanctions dont ce pays est victime, alors que la question de ces embargos était liée principalement à l'absence de démocratie à l'époque du président Mugabe. Mais aujourd'hui, Emmerson Mnangagwa est un président élu. Donc il n'y a plus question de continuer avec cette série de sanctions qui asphyxie le peuple zimbabwéen. Et là, c'est son rôle d'africaniste, c'est son rôle de président de la SADC. Donc moi, je pense réellement que la voix de la RDC a été très bien portée et qu'aujourd'hui, nous pouvons être sûrs que dans le concert des nations, il n'y aura plus de discours concernant notre pays à demi-teinte ou à demi-mot. Nous espérons simplement que les interlocuteurs ou nos partenaires vont finalement prendre en compte les desiderata de notre pays, de notre continent, pour qu'on puisse finalement aller de l'avant. C'est important. Suffisant, non, mais c'est important. C'est important puisque avant d'attaquer une maladie, il faut en connaître la cause, il faut en connaître l'ampleur. Et aujourd'hui, la maladie de l'insécurité énième que notre pays enregistre s'appelle le Rwanda. Il ne faut pas se voiler la face. Donc il est tout à fait important à ce que nous puissions prendre en compte le fait que cette énumération des causes profondes de notre problème est une partie de la solution. Maintenant, il est de la responsabilité des Nations Unies, de concert des nations, d'appliquer ce qu'il faut pour que le Rwanda puisse entendre raison. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie face à l'Ukraine. Desserrer les sanctions, un isolement diplomatique, mais aussi la levée des sanctions ou de l'embargo sur les armes dont souffre la RDC. Non seulement il n'a pas été convaincant, mais il a été décevant. Vous savez, le secrétaire général des Nations Unies, on attendait à ce qu'il puisse réellement prendre le taureau par les cornes, mais il a contourné le problème. Il y a des problèmes pour lesquels on ne fait pas de diplomatie. Et c'est cette politique à double mesure que nous n'acceptons pas. Lorsqu'il s'agit des problèmes liés à certains coins du monde, on appelle le chat un chat. Mais lorsqu'il s'agit des problèmes de l'Afrique, on tourne autour du pot. Regardez ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Guinée, regardez ce qui se passe en Centrafrique et au Tchad. On n'entend pas les Nations Unies interpeller les pays qui sont responsables de ces désordres. Regardez ce qui se passe en Libye. On n'a jamais entendu les Nations Unies condamner la violation que la France et l'Angleterre ont eu à faire en ce qui concerne les résolutions du Conseil de sécurité. Donc, il faut clairement dire que les Nations Unies aujourd'hui
doivent être réquestionnés en ce qui concerne la situation de notre pays. Il faut nécessairement qu'ils puissent décliner autrement l'appréhension qu'ils ont de la situation de notre pays. Ils ne peuvent pas continuer à mettre dans un même seau le problème lié à l'agression que connaît la RDC ensemble avec le problème lié au FDLR, ce qui n'est pas du tout normal. Mais je pense que le secrétaire général doit mettre son agenda à jour, puisque ça fait très longtemps déjà que l'Union africaine a demandé à ce qu'il y ait ces rencontres sous-régionales, et cela se fait sous l'égide de l'Angola. Il y a eu déjà 2 rencontres qui ont permis à ce qu'il y ait des pavés qui soient jetés pour des discussions profondes. Mais au-delà de cela, la question des FDLR, parlons-en. Combien de fois l'armée rwandaise a eu à mener des opérations sur notre territoire avec les FARDC pour régler les questions des FDLR? Combien de fois est-ce que notre gouvernement, ensemble avec la MONUSCO, ont eu à rendre au Rwanda des éléments FDLR arrêtés par notre armée, ensemble avec la MONUSCO? Plusieurs fois. Que le Rwanda puisse nous citer une seule attaque enregistrée ces 10 derniers mois des FDLR venus de la République démocratique du Congo. Sur le plan documentaire, il n'y en a pas. Par contre, nous avons sur le plan documentaire des attaques des ADF, c'est vrai, qui ont déstabilisé l'Ouganda. Dernièrement, un attentat qui a été orchestré le 24 décembre à Kampala, qui a fait plusieurs morts et qui a été revendiqué par les ADF. Raison pour laquelle il y a eu des opérations mixtes entre les ADF et l'armée régulière ougandaise et notre armée. Le plus grand appui aujourd'hui que les Nations Unies nous apporteraient, c'est d'abord un appui nécessaire pour mettre de côté toutes les contraintes qu'il y a pour l'armement en RDC. Deuxièmement, c'est de poursuivre avec la diplomatie sous-régionale et régionale pour permettre à ce qu'il y ait un vrai dialogue avec nos différents voisins, puisqu'on ne peut pas espérer en une paix durable sans que cela ne puisse être une paix intégrale, qui intègre tout le monde, et que surtout les différentes nations puissent respecter l'intégrité territoriale de chaque pays. Au-delà de cela, c'est aussi le respect des lois et textes de la République et des traités signés à l'étranger, notamment l'accord cadre d'Addis Abeba. Je pense que le gouvernement doit prendre la mesure de ce problème. En tant que natif de cette province qui est touchée aujourd'hui par cette déstabilisation, il est important, très important, que le gouvernement puisse décréter une zone militaire, une zone opérationnelle militaire, pour permettre à ce que l'armée puisse prendre le relais pour essayer de contenir le problème. Rappelez-vous que les cas Moïna Sampo ont commencé comme ça, jusqu'à créer des déplacements en masse des populations, occasionnant ainsi la création ou l'arrivée des maladies telles que le choléra, mais aussi des famines, des morts et des déplacés internes énormes. Il ne faut pas que nous puissions être débordés par la situation. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a fait le déplacement vers là. Le président de la République a pris à bras le corps ce dossier en s'impliquant personnellement via les chefs coutumiers. Et je pense aujourd'hui qu'il est de la responsabilité de nous tous de pouvoir très vite mettre notre intelligence en branle pour qu'on puisse donner une réponse à ce problème. Nous avons longtemps vécu ensemble, les Teke et les Yaka, d'autres tribus également. On n'a jamais connu ce genre de choses. Il faut donc comprendre quelle est la cause profonde de ce malaise pour l'éradiquer une fois pour toutes. Le prendre de manière superficielle, ce n'est que retarder un problème qui va exploser plus tard. Il faudrait donc qu'il y ait vraiment une étude anthropologique et aussi des études de renseignement et de sécurité pour comprendre exactement si le mal est exogène ou endogène. C'est très important. Ce que je m'évite à dire, c'est des spéculations. C'est-à-dire on ne peut pas, sur base d'aucun élément scientifique, sur base d'aucun élément matériel, dire ouvertement qu'il y a une main noire. Même si c'est vrai, une grande partie de nos populations pensent que réellement il y a une manipulation. Parce que comme vous le dites si bien, ces deux peuples ont toujours vécu en paix. Quel est l'élément déclencheur? Personne ne le sait. Mais aujourd'hui, de manière officielle, nous savons au moins que la raison, c'est des questions liées à des paiements de droits de terre, des questions de redevance de terre coutumiers et ainsi de suite. Je pense aujourd'hui que ce sont les hommes qui déterminent la portée d'une institution et Alingué Jules, qui est chef de service de l'inspection générale des finances, a démontré
que réellement son binôme avec son adjoint, M. Batoubenga, a pu apporter, insuffler un souffle nouveau à ce service qui est rattaché à la présidence de la République. Mais pas seulement, il y a aussi la vision de lui-même, le chef de l'État. Cela a permis aujourd'hui d'apporter la crainte du policier en ce qui concerne les fonds que le Trésor public alloue pour différents projets et même pour le fonctionnement de ces établissements et institutions. Aujourd'hui, cette peur du gendarme a permis une nette augmentation des recettes qui sont enregistrées au niveau de nos services fiscaux et parafiscaux. Aujourd'hui, grâce à cette à ce bras séculier de IGF, beaucoup ne peuvent plus se permettre de ne pas payer les impôts lorsqu'ils sont fournisseurs de l'État. Beaucoup d'agents des provinces et de nos localités, ainsi que de nos régions et sous-régions, sont obligés de payer les impôts. Et les autorités politiques également, le personnel politique, paye l'hyper comme il faut. Cela a une incidence claire dans l'augmentation des recettes qu'on enregistre au niveau des régies financières. Donc cela prouve à suffisance que le travail est bien fait. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, parce que IGF n'est qu'un maillon de la chaîne. L'autre bout de la chaîne, c'est la justice. L'autre bout de la chaîne, c'est les personnalités politiques. L'autre bout de la chaîne, c'est le Congolais en général. Il est important que nous tous, nous puissions prendre à chacun sa part de responsabilité pour que ce travail qui est aujourd'hui apprécié par tous et abattu par IGF puisse être beaucoup plus global et non seulement sectoriel. Ce n'est pas l'entourage du chef de l'État qui est touché, c'est M. Vidier Chimanga qui a été pris dans une affaire de présomption de corruption. Et je me réjouis du fait que la justice ait mis la main sur le dossier. Nous avions, nous, demandé à ce que M. Vidier puisse être délesté de ses charges dans le cabinet du chef de l'État, ce qui a été fait. Et nous avons également demandé à ce que la justice puisse se saisir de cette dénonciation qui était dans les réseaux sociaux, et c'est ce qui est fait. Au moment où nous parlons, le dossier est en instruction au niveau du parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Donc nous attendons à ce que nous puissions avoir des éléments plus clairs sur ça. Mais je suis ici pour aussi dénoncer ceux qui, malencontreusement, pensent que c'est une pratique généralisée au sein de l'entourage du président de la République, ou que ce soit des guerres de palais qui soient à la base de cette situation. Pas du tout. C'est un individu qui s'est méconduit par rapport à une ligne rouge à ne pas franchir et aujourd'hui qui se retrouve dans des pétrins, conséquence de son propre comportement. Oh, une opposition congolaise qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Une opposition congolaise qui ne se base que sur l'insulte et non sur la critique. Une opposition congolaise qui ne sait pas emmener des contre-propositions. Aujourd'hui, demandez aux Congolais qu'est-ce qu'ils pensent du discours de l'opposition. Prenez chaque secteur. Aujourd'hui, nous, de la majorité, nous prenons la gratuité de l'enseignement, le haussement du niveau de formation de nos élèves. Demandez aux populations qu'est-ce qu'ils retiennent des contre-propositions de l'opposition en ce qui concerne l'enseignement. Nous prenons la lutte contre la corruption, nous le faisons. Nous prenons la maternité gratuite pour nos mamans. Demandez aux populations qu'est-ce qu'ils retiennent du discours de l'opposition en ce qui concerne la maternité, en ce qui concerne le social. Ce ne sont que des slogans creux. Les Congolais doivent manger 3 fois par jour. C'est des slogans creux. Comment vous allez y arriver? Quelle est la méthode que vous allez mettre sur place pour mobiliser les recettes? Il n'y en a pas. Ce ne sont que des gens qui attendent que certains lanceurs d'alerte déposent des dossiers dans les réseaux sociaux pour qu'ils en fassent un discours. Ça, c'est une opposition, ça. Ce n'est pas une opposition, c'est des opportunistes. Notre parti politique n'a jamais changé de combat. Notre combat a toujours été celui de défendre les intérêts de la RDC, puisque quelle est notre idéologie? Notre idéologie se base sur le lumumbisme, qui est une doctrine qui se caractérise par rapport à la lutte de Patrice Emery Lumumba, son attachement pour la souveraineté de notre pays, mais aussi en ce qui concerne la défense du territoire national dans son intégralité. C'est toujours ça que nous avons combattu. Donc pour nous, rien n'a changé. Nous continuons dans la même lutte et nous gardons notre même et seule idéologie, qui est l'idéologie lumumbiste.
un message d'espoir qui consiste nécessairement à croire en ce qui est fait aujourd'hui pour la République démocratique du Congo. Il est certes que nous venons de très loin, mais qu'aujourd'hui nous sommes en train de marquer le pas vers une détermination autre, c'est-à-dire que grâce au travail qui est réalisé, nous pouvons aujourd'hui compter sur un pays qui est en train de se remettre de ses blessures, des blessures dues notamment à toutes les guerres récurrentes qu'on a connues, des blessures qui sont conséquentes à des erreurs de gestion qui ont été commises depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et que nous sommes certains que par rapport aux élections qui arrivent, nous devons tous soutenir le président de la République pour permettre à ce que son second mandat soit orienté exclusivement sur les questions sociales et sécuritaires, plutôt que sur des questions politiques comme ça a été teinté en début de celui-ci. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition, Madame, Monsieur, mais avant tout, le rappel des titres. 77e session annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la RDC a crevé l'abcès. Félix Tshisekedi a dénoncé publiquement l'agression de son pays par le Rwanda sous couvert du M23. Ce discours a été salué par le Congolais dont Thierry Monsenepo et Christian Moleka. Le groupe d'Exaf, actionnaire de l'Ustex Africa, dénonce la tentative de spoliation de son terrain situé entre l'avenue Monjiba et le fleuve Congo. On a fait part au Premier ministre Jean-Michel Sama. Texaf veut rentrer dans ce droit, c'est ce qui justifie l'entretien avec le chef du gouvernement. Une dizaine de personnes qui seraient impliquées dans les actes barbares à Kwamouth arrêtés ont été transférées à Kinshasa, composés de 7 hommes, 2 femmes et une fillette. Ces groupes ont embarqué à bord d'un hélicoptère. À Kinshasa, il sera question de déterminer leur culpabilité. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Au nom de la rédaction, nous vous remercions de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés au programme de Mondico Télévision. Au revoir. Le journal.